Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National, député du Nord. Vous êtes aussi le porte-parole du parti de Marine Le Pen. La campagne pour recueillir 4 717 396 signatures contre la privatisation d'Aéroports de Paris, cette campagne a démarré. Vous faites activement campagne, vous ? Oui, nous récupérons des signatures et nous appelons les Français à se mobiliser pour ne pas laisser Aéroports de Paris être vendu à la découpe par le président Macron. Vous récupérez des signatures, pardon, mais il faut que les gens aillent sur des points de signature. Oui, où nous lançons une pétition en ligne, nos militants vont sur les marchés, nous activons. En ligne n'a pas de valeur, pardon, mais il faut aller dans un point de signature, montrer qu'on est électeur. Absolument, mais ça permet une première approche. D'accord. C'est aussi comme ça qu'on peut essayer d'expliquer aux gens, et d'ailleurs j'ai cru comprendre qu'il y avait une mobilisation importante des Français sur les premiers jours, qui sont ceux dans lesquels on peut récupérer des signatures, donc il faut expliquer pourquoi, et je pense que les Français comprennent bien que cette vente à la découpe d'un actif français n'a aucune solution, n'a aucune raison rationnelle en réalité, si ce n'est celle de récupérer un peu de cash. Selon vous, vous faites campagne, vous provoquez des pétitions, mais pas au point de participer à un grand meeting commun qui se tiendra cet après-midi, ce soir, en région parisienne, avec les Républicains, le Parti communiste, le Parti socialiste, les Insoumis, et pas vous. Oui, enfin, vous savez, on va se remettre assez facilement de ne pas être sur la même estrade que des gens qui ont quasiment ruiné la France, qui ont quasiment abîmé ensemble et successivement. Oui, nous partageons le même objectif politique. Ils n'ont pas voulu de nous. Vous savez, ces gens sont habitués à vivre ensemble, communistes, socialistes, républicains. Ils ont gouverné successivement ou de façon alliée notre pays, ils sont habitués à vivre ensemble, et bien qu'ils terminent de vivre ensemble. L'objectif, il est fondamental. Après, les moyens, l'organisation de tout ça, c'est de la petite politique. Boris Vallaud, qui est député PS des Landes et qui est à l'initiative de ce référendum d'initiative partagée qui va être organisé contre l'ADP, dit nous formons un arc républicain. C'est pour ça que vous n'y êtes pas ? Oui, enfin ça c'est vraiment les vieilles litanies socialistes. Je pense qu'ils peuvent continuer avec ce verbiage encore longtemps. Les électeurs se sont détournés d'eux depuis longtemps. L'arc républicain n'a pas vocation à exister sans nous. Nous sommes des républicains parfaits. Nous sommes des républicains. Il n'y a rien à dire sur notre pas comme les autres, en tout cas sur ce dossier. Mais nous ne faisons pas partie du système. Effectivement, nous n'avons pas ruiné le pays avec eux. 4 717 396 signatures. Bon, il en manque évidemment encore énormément. Qu'est-ce que vous faites si la barre n'est pas atteinte, si ce niveau minimum n'est pas atteint? Vous considérez que, bon, très bien, ADP pourra être vendu? Non, écoutez, moi je pense que d'abord la barre va être atteinte, donc je ne me place pas du tout dans cette option. Mais le problème, c'est que ce référendum d'initiative partagée, on le voit bien, la logique c'est que ça revienne devant le Parlement, que le Parlement se saisisse de ce sujet et vote sur ce sujet. Ce qui fait que le référendum, en réalité, n'aura pas lieu. Et il est bien là le problème, c'est que si on veut vraiment demander l'avis des Français sur des sujets qui les mobilisent, celui-ci en fait partie, il faut ouvrir largement toutes ces possibilités de référendum. Le référendum n'aura pas lieu, et pourtant, vous faites campagne pour qu'il y ait un référendum. Je ne comprends pas la logique. Non, mais parce que nous voulons mettre le gouvernement face à ses responsabilités, lui faire comprendre qu'il y a un nombre très important de Français qui veulent s'exprimer sur cela. Si le gouvernement souhaite être sourd, s'il veut considérer qu'il doit avancer à la schlag, comme il le fait depuis un certain nombre d'années sur un certain nombre de sujets, depuis son élection, eh bien, nous verrons, nous le mettrons devant ses responsabilités. C'est important qu'il prenne en considération les aspirations des Français et puis cette démocratie... Les aspirations d'éventuellement 10% des Français. Oui. Mais enfin, ce serait quand même les Français. Oui, mais ce serait quand même la première fois. Ce serait quand même une première de rassembler autant de signatures sur un sujet aussi important. Et quand même, c'est la première fois que cette procédure existe. Oui, et technique, c'est pas un sujet d'émotion simplement. C'est un sujet qui fait appel à la réflexion des Français sur ce que doit être notre État, la façon dont il doit être géré, qu'est-ce que c'est qu'un État fort, un État stratège, etc. ADP, ça soulève toutes ces questions-là. Après les élections européennes et la victoire de votre parti devant celui d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen a appelé des électeurs et des élus, les Républicains, à rejoindre le Rassemblement national. Pour quel résultat? Vous savez, je crois qu'il faut être clair, et les Français ont souhaité, par deux fois, élection présidentielle et élection européenne, dresser un état des lieux et des perspectives très claires, c'est-à-dire réorganiser le paysage politique français. Quel résultat? Aujourd'hui, nous allons le voir. Nous commençons, les élections municipales sont dans 9 mois. Oui, mais quel résultat, par exemple, sur des personnalités, alors, sur des membres des Républicains? Sur les personnalités... Excusez-moi, on en a vu un certain nombre quitter les Républicains, parmi eux un certain nombre rejoindre la République En Marche,
mais pas le Rassemblement national. Sur les personnalités, nous nous faisons assez peu d'illusions. Oui. Les cadors des Républicains sont fascinés par Emmanuel Macron. Qu'ils soient encore Républicains ou qu'ils aient quitté les Républicains comme Pécresse et Bertrand, ils sont fascinés par Emmanuel Macron. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les militants, les électeurs, les gens sincères de la base, qui, eux, ne sont pas fascinés, c'est moins qu'on puisse dire, par Emmanuel Macron. Il faut des locomotives dans la politique, il faut des leaders, il faut des gens qui emmènent... Non, mais peut-être que Marine Le Pen ne fascine pas. Non, il y a eu des éclaireurs. Thierry Mariani, Jean-Paul Garot ont démontré qu'ils étaient en capacité d'éclairer. Moi, si vous voulez, si c'est pour que des gens qui ont participé, qui ont déçu, qui ont trahi, qui ont participé à la ruine collective viennent chez nous essayer de se faire tamponner Rassemblement National, c'est pas beaucoup, c'est pas très intéressant. De ralliement. Donc, ce qui nous intéresse, nous nous adressons aux électeurs, nous nous adressons aux militants, parce que eux sont sincères, alors que leurs dirigeants, en réalité, sont très peu sincères. Ce sera votre stratégie pour les municipales? Je veux dire, un certain nombre de maires actuellement se posent des questions sur s'ils étaient par exemple les Républicains, que vais-je devenir? Quelle étiquette est-ce que je vais montrer à mes électeurs si je veux être réélu? Votre stratégie, c'est je me moque des hommes, je veux les électeurs? Non, notre stratégie d'abord, ce n'est pas comme La République En Marche, qui n'arrive pas à présenter de liste aux élections municipales, qui est obligé de travestir, de déguiser des candidats, des maires républicains en marcheurs macronistes. Nous savons sur quelle base nous proposons une offre politique aux Français pour les municipales. Nous ne mettons pas notre étiquette politique dans notre poche, mais nous cherchons à dépasser celle-ci. C'est notre boulot, nous sommes la première force d'opposition. Nous sommes le premier parti politique depuis les élections européennes. Donc notre boulot, c'est de nous élargir, c'est d'accueillir des Français et des Françaises qui peut-être ne pensaient pas comme nous jusqu'à présent, peut-être même nous ont combattus et qui dépassent évidemment le cadre de Français dit de droite. Moi, dans le Nord, j'accueille des gens de gauche sur nos listes. Vous n'irez pas chercher des maires en leur disant nous allons former une équipe avec vous, est-ce que vous nous acceptez dans votre équipe municipale? Je crois que c'est à eux de se déterminer. S'ils sont d'accord avec notre programme, ils sont les bienvenus. Quelle est votre ambition municipale? Yannick Jadot, qui est un des vainqueurs, même s'il est loin de votre score, un des vainqueurs des élections européennes, dit maintenant il nous faut des villes, il nous faut Paris, il nous faut Toulouse, il nous faut des grands symboles. Vous, c'est quoi? Oui, vous savez, elle n'est pas chiffrée parce qu'il n'y a pas de limite à cette ambition. Mais il peut y avoir des étapes. Oui, on sera présent partout sur le territoire. Dans tous les chefs-lieux de département, dans toutes les villes de plus de 20 000 habitants, nous serons présents. Quelles sont les villes symboles que vous Les villes symboles, on peut les lister. Perpignan fait partie de ces villes dont on parle beaucoup parce que les électeurs nous attendent. Les villes symboles, ce sont en fait toutes ces villes dans lesquelles les électeurs nous attendent depuis longtemps, envoient des signes qui montrent que leurs attentes politiques sont en décalage avec ceux qui gouvernent ces villes-là aujourd'hui. Vous en avez à me citer? Écoutez, on peut imaginer que dans le Nord, des villes comme Douai, comme Maubeuge, comme Lens, soient des villes intéressantes, mais les surprises ne viennent jamais là où on les attend. On l'a vu aux dernières municipales. Et puis, il faudra faire réélire nos maires. Et je n'ai pas beaucoup de doutes sur la qualité, la capacité qu'auront nos maires à se faire très bien réélire. Réponse dans moins d'un an. Le gouvernement a présenté hier son projet de réforme de l'assurance chômage. OK pour rallonger la période nécessaire pour bénéficier d'une allocation chômage? Non, vous savez, je crois que le gouvernement s'y prend mal. Il s'y prend mal parce que d'abord, c'est assez autoritaire, c'est fini du paritarisme, c'est quand même important, le général de Gaulle. Oui, mais enfin quand même, je pense que c'est un changement de modèle qui est en train de s'opérer. C'est un peu l'anglo-saxonisation de notre système. On voit bien que Emmanuel Macron est idéologue, il est fasciné par un modèle ultralibéral et il est en train de déconstruire. C'est un ballon d'essai qui est envoyé, vous savez, ces propositions de réforme de l'assurance chômage. Ça touchera les cadres, par exemple, mais ça en touchera d'autres demain. Et 35 milliards de déficit. Oui, non, mais bien sûr, mais enfin... C'est pas de l'ultralibéralisme de dire on ne peut pas vivre avec 35 milliards de déficit. Non, mais 35 milliards de déficit, 35 milliards de budget. On sait que l'UNEDIC verse moins qu'elle ne reçoit de cotisations chômage. Par conséquent, il y a un problème sur sa capacité financière. Mais surtout, ce ne sera pas efficace. On voit bien, on arrive dans une période où la croissance ralentit. Premier problème, mais surtout les propositions, on le voit sur la dégressivité des allocations chômage pour les cadres, tout le monde dit, tous les observateurs, tous les économistes disent, ça n'incite pas au retour à l'emploi, ça n'aide pas le retour à l'emploi. Donc ces mesures, ce sont des mesures d'économie réalisées sur le dos des chômeurs, et moi ça me choque. Pas sur le dos des intermittents du spectacle. 1 milliard de déficit, il ne fallait pas y toucher. Non, on peut ouvrir une réflexion sur ça. Moi je suis favorable à ce qu'on ouvre une réflexion. Le cadre de l'intermittence, qui est un peu dérogatoire évidemment au Code du travail, mérite probablement d'être préservé parce que c'est un métier très particulier, mais on peut réfléchir sur son financement. On l'avait fait pendant l'élection présidentielle. Un mot sur le débat qu'a relancé Christophe Castaner dimanche dernier sur les quotas d'immigration. Il dit vouloir examiner le sujet. Il y aura un débat annuel et le premier en septembre au Parlement.
Et vous dites non au quota d'immigration. C'est un peu contre-intuitif, un peu surprenant de la part de quelqu'un qui représente une famille politique plutôt favorable à la fermeture ou à la restriction de l'immigration? Non, il y a plusieurs choses. Bon, un débat devant un Parlement qui serait représentatif, ça aurait du sens. Devant un Parlement qui ne l'est pas, c'est différent. Peut-être une première étape. Tous les rapports, le rapport Mazot notamment en 2009, je crois, qui ont été réalisés sur ces histoires de quotas, puisque c'est une vieille marotte qu'on nous ressort, ont démontré que ça n'avait pas d'utilité. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette proposition sur les quotas, ça concerne l'immigration légale, oui, et un faible nombre, d'ailleurs, dans l'immigration légale. On ne parle pas des étudiants, etc. Voilà. Mais le problème majeur, ce qui nous submerge, c'est l'immigration illégale. Donc là, il n'y a pas d'histoire de quotas. Si le gouvernement avait réellement la volonté de s'attaquer à cette immigration illégale en priorité, alors il prendrait des mesures, il n'aurait pas besoin d'ouvrir un débat. Il y a un an, ce gouvernement nous a fait voter, nous avons voté contre, la loi Asile-Immigration. Oui. Ça veut dire que cette loi n'a pas donné d'effet, n'a pas donné de résultat depuis un an. Quel échec quand même. Et donc, opposition aux quotas pour ce qui le concerne. Parce qu'il est inefficace. Et au droit d'asile? Le droit d'asile est à revoir, puisque évidemment, le problème, c'est que tout le monde entre, personne ne ressort. Les déboutés du droit d'asile se maintiennent sur notre territoire. Tant qu'on n'aura pas mis effectivement l'accent sur cette problématique du droit d'asile qui doit être préservé, le droit d'asile doit être préservé, mais le vrai droit d'asile. Merci beaucoup, Sébastien Chenu.